En fécondation in vitro, ou FIV, on pense souvent que la première grande victoire, c'est de réussir à créer un embryon qui a l'air parfait au microscope. Mais c'est là que le vrai mystère commence. Parce que bien souvent, même ces embryons de première qualité ne s'implantent pas. La grossesse ne démarre tout simplement pas. C'est ça le paradoxe de l'implantation, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question qui est au cœur de tout ça, elle est donc assez directe. Si l'embryon est considéré comme viable, pourquoi l'implantation échoue-t-elle si souvent ? C'est une énigme incroyablement frustrante, autant pour les personnes qui suivent ce parcours que pour les médecins. C'est un des obstacles majeurs de la procréation assistée. Pour comprendre ce qui peut mal tourner, il faut d'abord visualiser le processus. L'implantation, c'est un peu un balai en 3 temps. D'abord, l'embryon vient se positionner contre la paroi de l'utérus. C'est l'apposition. Ensuite, il s'y accroche fermement, c'est l'adhésion. Et pour finir, il pénètre à l'intérieur de la muqueuse, c'est l'invasion. C'est pendant ce voyage extrêmement délicat, au sein de ce que les scientifiques appellent une véritable boîte noire biologique, que tout peut s'arrêter net. Alors, plongeons ensemble dans ce fameux paradoxe de l'implantation. En fertilité, il y a une analogie qu'on entend tout le temps, celle de la graine et du sol. Pendant très longtemps, toute l'attention était portée sur la qualité de la graine, c'est-à-dire l'embryon. Mais la science nous montre aujourd'hui que le sol, autrement dit l'environnement de l'utérus, est tout aussi essentiel. On peut avoir la meilleure graine du monde, si le sol n'est pas prêt à l'accueillir, rien ne poussera. Très bien, donc si le sol est si important, comment est-ce que la science s'y prend pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette fameuse boîte noire qu'est l'utérus ? Le concept absolument clé ici, c'est celui de la réceptivité endométriale. Il faut bien comprendre que l'utérus n'est pas accueillant en permanence. En fait, il n'est prêt à accepter un embryon que pendant une très courte période chaque mois. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'implantation. Et le plus fascinant, c'est que cette préparation n'est pas juste mécanique, elle est surtout moléculaire, un vrai dialogue chimique. Et là, la recherche a fait une découverte assez stupéfiante. Un utérus qui est réceptif, il a en quelque sorte une signature moléculaire unique. C'est un cocktail bien précis de protéines qui agit comme un feu vert, un signal de bienvenue pour l'embryon. Sans cette signature, la porte reste close. En plus de ça, le système immunitaire doit être parfaitement réglé pour ne pas rejeter l'embryon, qui est génétiquement différent. Le succès de l'implantation dépend donc d'un dialogue moléculaire incroyablement complexe. Si les signaux ne sont pas les bons, la communication ne se fait pas. Face à cette complexité, la médecine a évidemment cherché des solutions. C'est comme ça qu'on a vu apparaître de nombreux traitements complémentaires, qu'on appelle souvent les add-ons. L'idée, c'est de donner un coup de pouce à l'utérus. Voyons un peu ce qu'ils promettent. Et la liste de ces add-ons est assez longue. On y trouve des médicaments qui vont moduler le système immunitaire, des perfusions de lipides et tout un tas d'autres molécules. Le but est toujours le même, essayer de rendre l'utérus plus accueillant. Il représente évidemment un immense espoir, mais la question cruciale c'est, est-ce que ça marche vraiment ? Que nous disent les données scientifiques ? C'est précisément là qu'il faut faire le tri. Il est temps de confronter l'espoir, qui est absolument essentiel dans ces parcours, avec les preuves scientifiques rigoureuses. Pour nous aider à y voir clair, on va utiliser le système de notation d'une des plus grandes autorités en la matière, l'American Society for Reproductive Medicine. Leur système est très simple. Grade A, ça veut dire que les preuves sont solides, on est quasi certain de la recommandation. Grade B, les preuves sont correctes, mais il y a encore quelques doutes. Et grade C, ça signifie qu'on manque de données, les preuves sont insuffisantes pour se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Allez, premier exemple avec un add-on très courant, les corticostéroïdes. La théorie, c'est qu'en calmant un peu le système immunitaire, on pourrait éviter que le corps ne rejette l'embryon et donc faciliter son implantation. Ça semble logique, non ? Eh bien, voici le verdict de l'ASRM. Et il est sans appel. C'est une recommandation de grade A, le niveau de preuve le plus élevé. Et c'est une recommandation contre l'utilisation systématique de ces médicaments. Pour la grande majorité des personnes en FIV, les études montrent que ça n'améliore tout simplement pas les chances de succès. Passons à un autre traitement très populaire, les perfusions d'intralipides. L'hypothèse ici, c'est de calmer un type bien précis de cellules immunitaires, les natural killers, qui, si elles sont trop actives, pourraient potentiellement s'attaquer à l'embryon. Et là, le verdict est bien différent. La SRM donne un grade C. Alors attention, c'est très important. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la science n'a tout simplement pas assez de données fiables pour le prouver. Le jury n'a pas encore rendu son verdict faute de preuves suffisantes. C'est l'incertitude qui domine. Mais au-delà du sol, de l'utérus et des traitements pour l'améliorer, il y a un facteur qui domine tous les autres. Un facteur que, pour l'instant, aucune technologie n'a réussi à vaincre. C'est le sujet de notre dernière partie. Cette tendance, on l'observe partout. En France, par exemple, l'âge moyen à l'accouchement n'arrête pas d'augmenter. C'est une évolution de société profonde, c'est un fait. Mais ce fait a des conséquences biologiques directes et inévitables. Ce chiffre, il faut le regarder bien en face. 5%.
C'est la probabilité d'une naissance par cycle naturel pour une personne de 40 ans. Juste 5%. Ce graphique illustre parfaitement la chute vertigineuse de la fertilité avec l'âge. À 25 ans, on est à presque 24% de chance par cycle. 10 ans plus tard, à 35 ans, ce chiffre est déjà coupé en deux. Et à 40 ans, on tombe à ces fameux 5%. La réserve ovarienne et surtout la qualité des ovocytes diminuent bien avant la ménopause. C'est le facteur numéro 1. Et tout ceci nous amène à une conclusion fondamentale, très bien résumée par cette phrase: aussi avancée et merveilleuse soit-elle, la FIV ne peut pas remonter le temps. La qualité de la graine, l'ovocyte, diminue inexorablement avec l'âge. Et à ce jour, aucune technologie ne peut inverser ce processus biologique. On termine donc sur cette question ouverte. Le parcours de la fertilité est un chemin complexe, où l'espoir immense offert par la technologie se heurte parfois très durement aux réalités de la biologie. Trouver le juste équilibre entre ces deux forces, entre l'envie d'y croire et la vérité des chiffres, c'est peut-être ça le plus grand défi de tous.